nouveau journal sur Eden TV, bienvenue à tous, voici les titres. Les principaux piliers de la transformation numérique au Bénin, c'est le thème retenu pour le Forum de l'économie numérique, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la première édition de la Semaine du numérique. Ils ont fait preuve de détermination et d'engagement au service de leur communauté. Il s'agit de ces jeunes femmes et hommes réunis au sein de l'association Famille Patriote qui ont été récompensés ce samedi au cours d'une soirée de gala dénommée Soirée des leaders. Et puis hors de nos frontières, les premiers réfugiés que la France est allée chercher en Afrique, sur les 3000 qu'Emmanuel Macron s'est engagé à réinstaller d'ici 2019, sont arrivés lundi à l'aéroport de Roissy. Merci pour l'attention. Laurent Métognon et ses co-accusés dans le dossier de gestion financière frauduleuse à la Caisse nationale de sécurité sociale retournent derrière les barreaux jusqu'au 30 janvier 2018, nouvelle date fixée pour la tenue du procès. Le procès n'a donc pas eu lieu ce mardi 19 décembre 2017 au tribunal de première instance de Cotonou. Les accusés avaient adressé au président de la première chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de Cotonou, le juge Rodolphe Azor, pour qu'il se déporte du dossier parce que ces derniers estiment qu'il est proche du gouvernement. Notons que la demande des avocats des accusés de voir le tribunal statuer en une formation collégiale est aussi resté sans suite. Les avocats ont donc demandé à leurs clients de soulever l'exception de constitutionnalité de certaines dispositions qui, en espèces, ont été appliquées. Rendez-vous donc au 30 janvier 2018 pour la suite de l'affaire CNSS-BIPE. Cérémonie officielle du Forum de l'économie numérique, deuxième activité de la première édition de la Semaine du numérique. Ce forum qui rassemble les acteurs du numérique dans le cadre de la transformation digitale du Bénin a pour thème les principaux piliers de la transformation numérique au Bénin. On fait le point avec Fréjus Serroin et Fiacre Voitan. Le Forum de l'économie numérique, deuxième acte de la première édition de la Semaine du numérique, a été lancé ce mardi 19 décembre 2017. Selon Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication, il s'agit d'une plateforme d'échange sur les avancées, les opportunités et défis de l'économie numérique au Bénin. L'objectif est de convier les parties prenantes, aussi bien publiques que privées, à des réflexions autour des enjeux et des bénéfices de la transformation numérique dans notre pays. Cet événement offre une occasion unique d'harmonisation des stratégies afin d'impulser une transformation pérenne pour les entreprises, pour l'État et pour l'ensemble des citoyens béninois. Les principaux piliers de la transformation numérique au Bénin, tel est le thème de ce forum de l'économie numérique. Un thème qui est d'un intérêt majeur selon Aurélie Zoumarou et pour cause. Il incite à une réflexion sur les axes et leviers à considérer pour une transformation numérique effective. Ces axes et leviers sont multiples et découlent de la vision énoncée dans le document de politique sectorielle qui, pour notre pays, le Bénin, est de devenir le chef de file de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Et ce, pour le bénéfice de notre économie, du peuple béninois et des entreprises béninoises. La ministre de la Communication a aussi évoqué les efforts du Bénin pour faire du pays le quartier numérique de l'Afrique. Le vote de la loi portant code du numérique le 30 juin 2017, avec pour ce code 647 articles, portant sur les communications électroniques, les écrits électroniques, les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, la cybersécurité. La seconde avancée dont je voudrais vous parler ici, c'est la transformation de l'écosystème des acteurs télécoms pour plus d'investissements et de performance dans le secteur. Nous avons également la réhabilitation de la dorsale en fibre optique Cotonou-Malanville pour une meilleure qualité de service et le renforcement de la couverture Internet 4G
sur le Grand Cotonou avec une trentaine d'antennes supplémentaires pour une meilleure qualité de service. Sur le volet de la télévision numérique terrestre, nous avons mis en place la tête de réseau et certains sites relais. Le gouvernement béninois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets sont prévus. Tels que le développement des contenus numériques, le développement du e-commerce et la généralisation de l'usage du numérique et des TIC par l'éducation et la formation. La dématérialisation des processus de fourniture des services de l'État contribuera grandement à la transparence et à la fluidité dans les relations de l'État avec les populations et les entreprises. Le Forum de l'économie numérique, c'est 2 jours de conférences, de panels de discussion, de démonstrations et d'expositions technologiques, mais aussi de remises de prix d'innovation TIC au profit du développement durable. Démarrage ce lundi 18 décembre de l'atelier de validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes de zones humides au Bénin. Une assise qui a pour objectif la validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes de zones humides au Bénin et du plan de gestion du site Ramsar transfrontalier du chenal Gbaga dans le bassin du Mono entre le Bénin et le Togo. La précision, c'est avec Fréjus Serroin et Denis Maroya. À la dégradation des zones humides, l'Agence béninoise pour l'environnement, ABE, qui est l'autorité administrative de la Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, a sollicité l'aide de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du secrétariat de la Convention de Ramsar aux fins d'améliorer la gestion des zones humides au Bénin. Cet atelier, qui a démarré ce 18 décembre 2017 à Cotonou, vient répondre à cette requête et a 2 objectifs principaux. La validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes de zones humides au Bénin d'une part et d'autre part la validation du plan de gestion du site Ramsar transfrontalier du chenal Gbaga dans le bassin du Mono entre le Bénin et le Togo. Depuis très longtemps, les populations riveraines de Gbaga, chantant le site transfrontalier Bénin-Togo, entretiennent des relations de bon voisinage. Des échanges se font entre elles et même des brassages s'opèrent sur le plan du mariage, bien que chacun de son côté se réclame d'un ou de l'autre pays. La libre circulation observée à travers le cours d'eau témoigne de la bonne cohabitation. Les 2 pays ont signé un accord de coopération dans le domaine de gestion de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Fort de ces 2 relations qui lient les 2 pays, le Bénin et le Togo ont convenu, en commun accord, d'inscrire le chenal Gbaga comme site transfrontalier. Conformément aux recommandations de la Convention de Ramsar, il a été décidé de le doter d'un plan de gestion. Une convention adoptée à Ramsar en Iran en 1971 et ratifiée le 24 mai 2000 par le Bénin est basée sur 3 piliers. L'utilisation rationnelle des zones humides par le processus ou des actions d'aménagement national du territoire, de politique et de législation pertinentes, de mesures de gestion et d'éducation du public. L'inscription des zones humides appropriées sur la liste des zones humides d'importance internationale, la liste de Ramsar, et l'adoption des mesures y afférentes. La coopération au niveau international tenant des zones humides transfrontalières, des systèmes de zones humides partagées, des SS partagés et des projets de développement qui pourraient toucher des zones humides. Fort du 2e pilier de cette convention, le Bénin a déjà inscrit 4 sites comme site Ramsar, dont le parc Pendjari et le complexe W. En présence des représentants togolais, les partenaires de l'Agence béninoise pour l'environnement ont salué l'engagement du Bénin à mettre en œuvre la convention de Ramsar. Cette convention a été mise en œuvre par l'Agence béninoise de l'environnement avec satisfaction. Et j'aimerais vraiment remercier l'agence pour le travail qui a été accompli et qui nous réconforte pour, bien sûr, développer notre partenariat stratégique pour le Bénin.
Nous pensons que la dynamique qui est lancée par le gouvernement du Bénin et celle également dans laquelle évolue le gouvernement du Togo va nous amener à pouvoir créer d'autres sites Ramsar dans ces deux pays au bénéfice du développement durable. Alors que le sort de l'humanité est intimement lié à la survie des zones humides, cet atelier qui vise à mettre en place des stratégies pour restaurer les zones dégradées et préserver celles restées intactes revêt une importance capitale pour la sauvegarde de ces milieux naturels. On reste dans le domaine de l'environnement. Visible depuis plusieurs années, les changements climatiques perturbent les activités agricoles au Bénin. La non-maîtrise des saisons, le réchauffement, le manque d'eau influencent les rendements avec des pertes énormes de récoltes. Paysans et producteurs s'en plaignent. C'est le cas à Tofo, une commune du sud de Bénin. Reportage Corneille Aïssé. Nos maïs semés en août n'ont rien donné. C'est ce qu'on a semé en septembre que vous voyez ici. Témoignage de Patrice Aïzansi, la quarantaine, agriculteur à Agué, un arrondissement de la commune de Tofor dans le sud du Bénin. Les rendements de ces champs de maïs, de tomates et d'ananas ont drastiquement baissé au fil des années. Les fluctuations saisonnières, la rareté et l'imprévisibilité des pluies, des signes distinctifs des changements climatiques, en sont les principales causes, témoigne Pascal Lodjou, un autre producteur agricole du milieu. Depuis un certain temps, on ne compte plus trop sur la saison. Puisque des fois, on attend l'arrivée de la pluie et ça commence si tôt. Des fois, on attend, veut dire ça dépasse largement le moment convenable avant de venir. La saison passée, par exemple, on a eu pluie au-delà du moment que ça devait faire pour cesser, quoi. Donc ça fait que assez de maïs ont eu de problèmes. Vous voyez, ce champ, par exemple, si la pluie s'arrêtait, veut dire au temps normal, là, ça ne devait pas être comme ça. Le rendement devait être plus que ça. Dégradation des terres, manque d'eau, baisse du rendement des cultures, pertes et endettement sont des réalités que vivent ces producteurs à chaque saison. Sur les autres cultures aussi, on ressent la faiblesse du rendement. Donc, c'est dans tous les secteurs d'activité, de production ici, on a des problèmes. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, tel que ça pleuvait, aujourd'hui ce n'est plus ça. Et il y a un manque de pluie et ça fait que par moment ça agit sur la production. Avec les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole à Tofor, la commune perd progressivement son statut de grenier de l'Atlantique. Les maïs frais, même de crinquins, de tomates un peu partout, ça quitte Tofor. Mais aujourd'hui, nos parents ont commencé par avoir des problèmes parce que la pluie tombe rarement. Et que c'est au moment où on n'attend pas que la pluie tombe et au moment où ils ont sacré, ils attendent la pluie, ça ne tombe pas. Ces producteurs n'ont pas autre choix que d'augmenter l'utilisation des engrais chimiques pour améliorer les rendements. Mais là encore, résultat insatisfaisant. Nous faisons recours aux produits chimiques par moment, les engrais chimiques pour quand même renforcer un peu nos plantations. Malgré ça, ça ne donne pas ce que ça devrait donner normalement. La mairie va continuer à sensibiliser la population et de prendre conscience et de freiner un peu, à couper les bois. Je leur dis de commencer par, surtout commencer par planter des arbres. Et les autorités communales, quant à elles, encouragent le reboisement pour inverser la situation et redonner espoir et sourire à ces producteurs victimes des changements climatiques. Retour à Cotonou, elles sont nombreuses les vendeuses aux revenus en ces veilles de fête de fin d'année sur le tronçon marché Saint-Michel, pharmacie Cat-Thérapie, suite à leur déguerpissement il y a quelques mois par les autorités préfectorales. Et malgré le martyre qu'elles vivent à cause des tracasseries policières, elles comptent squatter ces lieux jusqu'après fête afin de faire écouler leurs marchandises et de trouver le revenu nécessaire pour bien fêter. Guépis dans le cadre de la libération des espaces publics il y a quelques mois, ces vendeuses sont revenues sur le tronçon Carrefour marché Saint-Michel, pharmacie Cat-Thérapie pour faire écouler leurs marchandises en ces périodes de veille de fête.
Mais elles sont confrontées à la furie des hommes en uniforme, notamment les policiers, qui ne se limitent pas au déguerpissement, mais saisissent et détruisent leurs marchandises. Ces dernières, à travers des cris de désolation, d'amertume et de douleur, des slogans divers, dénoncent les comportements de ces forces de l'ordre et demandent l'indulgence du chef de l'État. Ils nous ont déguerpis et on ne fait que courir de gauche à droite. Même si on ne peut installer confortablement nos marchandises, ils ne nous accordent pas l'indulgence de les mettre sur la tête et de les vendre ici au bord de la voie. Pire, ils nous chicotent avec la lanière. Ce que nous voulons, c'est que les autorités nous prennent en pitié en ces temps de fête de fin d'année pour que nous ayons le temps d'écouler nos marchandises et avoir de quoi fêter. Plus personne ne va insister après les fêtes. Ils nous malmènent et détruisent nos marchandises. Tu ne peux pas stationner un seul instant. Ils te donnent des coups de caoutchouc et te pourchassent. Déjà qu'il y a la morosité économique, difficilement nous vendons. Et n'ont qu'à nous laisser chercher l'argent pour les fêtes. Ce n'est pas bon ce qu'ils font. Ils voient des marchandises que nos pauvres sous ont payées et ils les détruisent pendant qu'ils ne nous ont trouvé aucun emplacement afin de nous réinstaller. Ils ont tout détruit, même mes marchandises. Si pour ces femmes qui sont à la recherche de leur pitance quotidienne, seul le président Patrice Talon peut trouver une solution à leur calvaire, des propositions sont faites également par des citoyens compatissants qui jugent de méchants l'acte des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Le matin très tôt, pourquoi on ne peut pas déployer les forces de l'ordre et interdire les bonnes dames de rester ici? On les laisse venir s'installer et après maintenant c'est pour détruire ceux qui ont pris leur propre argent pour pouvoir aller payer. Ce n'est pas du tout normal ce qu'ils sont en train de faire. L'association Famille Patriote a organisé ce samedi 16 décembre 2017 une soirée de gala dénommée Soirée des leaders. Comme vous pouvez vous en douter, c'était un moment de partage au cours duquel les meilleurs jeunes acquis à la cause du volontariat ont été primés. Carnot Mbede-Renton nous fait ici le point. Samedi 16 décembre 2017, l'association Famille Patriote a organisé une soirée de gala dénommée Soirée des leaders. Créée le 5 avril 2015 sur WhatsApp par une vingtaine de jeunes béninois issus de divers groupes socio-professionnels, l'association Famille Patriote vise plusieurs objectifs. Durant 2 ans, ces jeunes hommes et femmes ont fait preuve de détermination et d'engagement volontaire au service de la communauté. À travers cette soirée de gala, l'association entend couronner les mérites des jeunes et les inciter à plus d'engagement citoyen. Nous primons les meilleurs volontaires de l'association Famille Patriote. Il faut dire que l'association Famille Patriote est une jeune association qui milite dans le volontariat depuis près de 2 ans. Et vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de faire du volontariat, d'être engagé comme certains le sont dans toute autre association comme la nôtre. Donc c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de récompenser les meilleurs volontaires, ceux qui, malgré leur emploi de temps chargé, malgré leur charge quotidienne, accordent toujours une plage horaire à leur prochain. Et c'est aujourd'hui pour nous l'occasion de leur décerner un trophée pour leur dire félicitations pour tout ce qu'ils ont enduré pour la communauté. Raison pour laquelle cette soirée est organisée. Une dizaine de jeunes ont été distingués au cours de cette soirée riche en couleurs et ce, en fonction de leur militantisme et leur engagement dans l'œuvre citoyenne et patriotique. Jabin Romiat Kouvi et Karen Gagné, tous récipiendaires. C'est toujours une fierté que de recevoir une distinction lorsque on a consenti des sacrifices. On a fait des efforts et on a participé à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Donc le sentiment qui m'anime, c'est d'abord un sentiment de fierté. Alors, je dois dire que derrière ce sentiment de fierté, c'est aussi un sentiment d'obligation, obligation à mieux faire. Parce que lorsque on est monté jusqu'au dernier niveau de l'échelle, il faut pouvoir s'y maintenir.
Et donc voilà mes deux sentiments qui m'animent en ce moment précis. Je dirais que je suis très heureuse parce que j'entends parler de l'association il y a un moment, depuis sa création, mais j'en suis membre seulement depuis quelques mois et j'ai été reforgée en matière de leadership. Je ne m'attendais pas qu'on me délivre une attestation de surcroît en tant que Gold, c'est-à-dire je suis au 2e niveau, après seulement 3 mois d'existence dans cette famille. Ça prouve qu'ils font réellement du vrai et qu'ils participent au patriotisme par la refondation de leadership chez les jeunes. Donc je suis très heureuse et je remercie le président et tout son staff. Durant 2 ans d'existence, plusieurs actions d'envergure sont à mettre à l'actif de l'AFP, à savoir des campagnes de dons de sang et de salubrité, des séances de sensibilisation axées sur l'environnement, des consultations gynécologiques et pédiatriques gratuites et l'association n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Déjà, elle envisage pour l'année prochaine étendre ses actions à une échelle plus large. Actualité en dehors du Bénin, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a succédé lundi à la tête du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 au très contesté président Jacob Zuma avec l'immense tâche de redorer le blason du parti d'ici aux élections de 2019. Épilogue de plusieurs mois d'une campagne très âpre, Ramaphosa a été élu d'un souffle devant son unique rivale, l'ancienne patronne de l'Union africaine UA. Victoire célébrée par ses partisans. Les premiers réfugiés que la France est allée chercher en Afrique sur les 3000 qu'Emmanuel Macron s'est engagé à réinstaller d'ici 2019 sont arrivés lundi à l'aéroport de Roissy. 2 autres groupes sont attendus d'ici mercredi. 19 personnes, des Soudanais ainsi qu'une famille centrafricaine sont arrivés vers 6 heures en provenance de N'Djamena où ils vivaient dans des camps du HCR. L'idée de ce programme est d'empêcher que des personnes ne se mettent en danger en prenant la mer à partir de la Libye notamment. Pour prendre la langue française et puis après quand je finis, il faut que je me débrouille un peu. Je cherche le travail, c'est ça que je souhaite. Je vais parler français, lire et écrire aussi. Le président Macron s'est engagé à ce qu'on accueille en France 3000 réfugiés depuis l'Afrique, donc les pays subsahariens. Et donc aujourd'hui, c'est les toutes premières personnes qui arrivent donc depuis le Tchad, 19. Demain, il y aura 25 personnes qui vont arriver du Niger. Ce sont des personnes qui ont été évacuées de Libye par le HCR au Niger et qui vont venir en France en tant que réfugiés. Et mercredi, on accueillera également une dizaine de personnes depuis le Tchad. Donc ça fera 56 personnes cette semaine qui seront les premiers des 3000 réinstallés d'Afrique. Voilà, elles ne connaissent pas la France. Là, les personnes qu'on voit aujourd'hui vivaient dans un camp géré par le HCR au Tchad. Donc on peut imaginer que leur mode de vie était assez éloigné des modes de vie occidentaux que nous avons ici en France. Et donc pendant 4 mois, France Horizon va les accompagner dans leur découverte de notre mode de vie, dans l'ouverture de tous leurs droits sociaux, aide au logement, enseignement du français. Ces réfugiés ont été identifiés d'abord par le HCR qui nous a proposé des familles, essentiellement en provenance de camps de l'est du Tchad ou du sud du Tchad. Et puis nous avons ensuite vérifié que ces personnes étaient bien éligibles au statut de réfugiés. Les autorités françaises ont souhaité que ces opérations aient aussi la vertu d'empêcher, tant que possible, des personnes de se mettre en danger, de monter vers le nord de l'Afrique, de prendre la mer, à partir de la Libye notamment, pour venir en Europe. Les autorités françaises ont souhaité que ces opérations aient aussi la vertu d'empêcher, tant que possible, des personnes de se mettre en danger, de monter vers le nord de l'Afrique, de prendre la mer, à partir de la Libye notamment, pour venir en Europe.
Niaz Ali est un homme profondément pieux, vous allez le voir. Il prie 5 fois par jour et se rend à la mosquée dès qu'il le peut. Mais il aime aussi fumer du hashish, beaucoup du hashish. Au Pakistan, pays très conservateur, la consommation d'alcool est strictement interdite pour les musulmans, mais nombre de Pakistanais se montrent ouverts à la consommation de cannabis. Reportage. L'odeur est reconnaissable entre toutes. Au Pakistan conservateur, ces hommes fument du hashish, beaucoup de hashish. C'est pourtant interdit par leur foi, mais dans ce pays où l'alcool est proscrit pour les musulmans, le cannabis reste dans une zone grise. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à fumer avec des amis. Le jour d'après, j'ai recommencé et c'est devenu une habitude. Dans la région, la consommation de hash précède l'arrivée de l'islam et pour certains c'est même sacré. Dans ce sanctuaire soufi, les fidèles fument ensemble autour du thé, mais pas question ici de boire quelque chose de plus fort. L'alcool est strictement interdit et impur. Personne ne peut même y penser. Si quelqu'un apporte de l'alcool, on le bat d'abord et ensuite on le traîne à la police. Selon l'ONU, le cannabis est la drogue la plus utilisée dans le pays avec près de 4 millions d'adeptes. Venu des zones tribales près de l'Afghanistan, le hashish est bon marché et facile d'accès. Pour cette mère de famille célibataire, c'est surtout devenu un moyen de gérer son stress. Je me suis sentie mal quand j'ai commencé à fumer pour la première fois. Mais après un peu de temps, j'ai commencé à aimer ça. Il y avait de la musique, mes amis riaient, je me sentais bien. Les experts s'inquiètent de la tendance. Face au traumatisme infligé par des années de violence dans cette région instable, les enfants pauvres sont nombreux parmi les adeptes du hash et difficile de lutter contre l'addiction dans un pays où les cliniques adaptées restent rares. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.